Well, your eyes are probably okay because I won't hit you. Okay. Go! I love playing the Lone Ranger because it's an amazing project, first of all, and it's with an amazing cast and crew, and everybody involved is just top of their game, which is fantastic to get to be a part of something like that. Walt Disney de nouveau au sommet. Grâce à Marvel, à Star Wars et à ses nombreuses opérations commerciales, la firme a retrouvé le succès d'antan et son statut d'industrie majeure du 7e art. Elle a connu un nouvel âge d'or, mais au cours de cette dernière décennie, cette compagnie a rencontré bien des embûches. Au début des années 2010, Disney est en quête d'une nouvelle franchise succédant à Pirates des Caraïbes. Malgré le succès du 4e épisode, l'effervescence s'amenuise. Et les remakes des films live ne suffisent pas à créer une nouvelle saga. Disney vise grand et prend des risques, retrouve l'aventure et la science-fiction pour relancer la machine et conquérir un nouveau public. Une audace excitante sur le papier, mais qui a été très mal gérée par l'entreprise. John Carter, Lone Ranger et Tomorrowland. 3 films qui ont fait perdre des millions à Disney. Ça doit être pour ça que j'aime ces films. 3 échecs d'affilée, aux attentes démesurées, dirigés par des réalisateurs aguerris. Disney a eu du mal à s'en remettre. Sans Marvel ni Star Wars, le destin de l'entreprise aurait pu être totalement différent. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le 2e film de cette trilogie, sans doute celui qui a fait le plus parler et qui a eu des conséquences assez tragiques. Bon, déjà ça partait mal. Il aurait peut-être fallu avoir du flair pour ce film, car bon, plus il progressait, plus la nature de ce projet semblait se détériorer. Le projet est initié dès 2002, avec à la barre la Columbia Pictures. L'adaptation de la série éponyme de 1933 voulait s'inspirer avant tout du film Le Masque de Zorro, qui était trop bien. Vous l'avez vu ou pas? Mais foncez le voir! Au final, Columbia vendit les droits en 2005, et après la proposition de la Weinstein Company qui n'a pas abouti, c'est Entertainment Rights et Jerry Bruckheimer qui reprirent le projet. Et comme ce dernier sortait de la saga Pirates des Caraïbes, il prit avec lui ses 2 scénaristes et proposa le projet à Disney. Prometteur certes, mais le chemin était encore long. Jerry a joué la prudence et la patience. Malgré le nom de Johnny Depp rattaché au projet, le producteur a préféré attendre, d'avoir un scénario complet et surtout de connaître l'identité du metteur en scène avant de tout valider. Ainsi, Mike Newell s'était montré très intéressé, mais Jerry attendait de voir les résultats du film qu'il produisait à l'époque, Prince of Persia. Et ça, c'était pas ouf, et je pense que c'est pour ça que Mike Newell n'a pas eu le projet. On en avait parlé avec la vidéo sur BioShock, mais c'est le réalisateur Gore Verbinski qui prend les rênes en septembre 2010. Et encore une fois, le choix est cohérent. Sa maîtrise du blockbuster d'action pesait dans la balance et représentait une valeur sûre. Mais là encore, il fallait attendre que Johnny Depp termine son tournage de Dark Shadows. Armie Hammer est choisi pour interpréter le Lone Ranger en suivant, et le tournage est prévu à l'été 2011. Et donc, le 12 août 2011, la raison principale, c'est la partie financière. Le film coûte atrocement cher, et cela crée une discorde entre Disney et Bruckheimer. Surtout qu'après les 2 échecs successifs de John Carter et Milo sur Mars, Disney est très frileux et ne veut plus rien dépenser. L'ambiance est pesante en interne. Et vu qu'il vaut mieux pas avoir balancé 250 millions dans le vent, c'était mieux de relancer le projet. La solution? Armie Hammer et Johnny Depp baissent leur salaire, prouvant leur envie de concrétiser le projet. Puis aussi une baisse drastique dans les effets spéciaux, et malheureusement, ça se sent. Ouh, ça c'est moche. Mais là encore, c'était pas le seul problème, parce que le film a subi les foudres de la critique et du public par rapport à Johnny Depp, jouant un Indien caricatural selon eux. Il y a eu un autre débat sur la réappropriation culturelle, mais on verra ça plus tard. Le tournage commence enfin en mars 2012 et se termine en septembre de la même année. Un tournage dense établi sur plus de 6 États, qui a accumulé les problèmes. Conditions climatiques, maladies, décès d'un expert technique pour une cascade, retard des VFX, un vrai calvaire.
Et je pense qu'Hollywood devrait repenser à sa politique de sécurité sur les tournages. Parce que vu ce qui s'est passé avec Alec Baldwin, là c'est chaud. Autre élément à prendre en compte, le changement de président chez Disney intervient en plein milieu du tournage. Alan Horn a grandement insisté pour qu'une des scènes majeures du film soit coupée. Jusqu'au bout, ce film aura été la cible de tous les griefs. Mais le calvaire prend fin, et c'est pendant l'été 2013 que le film sort sur nos écrans. C'est un four monumental. On parle de presque 170 millions de pertes au box-office et il se fait assassiner par la critique. Mais jusqu'au bout, l'équipe du film s'est défendue. Les 4 principaux acteurs du projet ont toujours défendu fermement chaque choix et chaque intention du film. Mais ils ont surtout pointé du doigt les journalistes. Ces derniers auraient dans leur critique évoqué exclusivement la production chaotique et ainsi manqué cruellement d'objectivité, sans même prendre la peine de parler des qualités intrinsèques de l'œuvre. Globalement pour eux, il y a clairement un parti pris, qui plus est cynique. Comme si tout le monde voulait voir ce projet enterré, sauf ses artisans. Et c'est triste, frustrant et vraiment énervant de voir un tel acharnement. Il y a d'autres raisons qui expliquent l'échec du film, mais avant toute chose, est-ce qu'il est si mauvais que ça ? Au cœur de la révolution industrielle au Far West, un procureur revient sur sa terre natale pour traquer un criminel en fuite. Laissé pour mort après une embuscade, un Indien excentrique lui fait revêtir le costume du Lone Ranger pour faire perdurer la légende et sauver la ville. Le justicier plongera au cœur d'un complot visant à provoquer un conflit entre les forces américaines et le clan des Comanches. Je comprends parfaitement les critiques faites au film, mais moi j'ai pris un de ses pieds. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien ? Je suis le seul ? Le film a été victime de sa production, mais il est tellement riche et exaltant qu'on arrive à oublier pas mal de ses défauts. Verbinski réalise surtout la prouesse de nous prendre à revers en déconstruisant le genre mythique du western pour offrir un spectacle aussi prenant que sombre. The Lone Ranger avait un potentiel incroyable, mais oui, il y a quand même des choses critiquables. Effacer son statut de rédacteur de commande n'est pas à la portée de tout le monde. Par sa maîtrise des codes de la mise en scène et de la narration, Gore Verbinski a insufflé une vraie identité à ses projets. Même s'il ne s'est pas autant démarqué qu'un Denis Villeneuve ou un Christopher Nolan, il n'est clairement pas à sous-estimer. Avec The Ring, il a échappé à la carte du remake gratuit, en proposant un film d'horreur vraiment pesant et angoissant. Il s'est émancipé du système en réalisant un film intimiste et touchant avec The Weatherman. Et il a même remporté un Oscar avec une parodie de western en animation. Ah ! Et il a surtout réussi à créer une des trilogies les plus marquantes du cinéma, en s'appropriant les codes des films d'aventure et en les exaltant à son paroxysme. Gore Verbinski est un metteur en scène inventif, captivant, guidé par une ardeur fascinante. Avec Verbinski, chaque département cinématographique est utilisé de manière créative. Le choix des plans, le rythme et le montage, la dimension sonore et même les décors, tout se doit d'être immersif, afin de mieux capturer l'émotion et nous la faire ressentir. The Lone Ranger ne déroge pas à la règle. Verbinski s'approprie les codes du western pour réaliser une fresque épique et tragique. Tout d'abord, la cinématographie du film se veut très authentique. Quasiment aucune scène n'a été tournée en studio, et les nombreux décors ont été construits au préalable, dont un parcours de chemin de fer. Sans compter que les comédiens ont effectué leurs cascades, ce côté authentique renforce l'immersion et la crédibilité des scènes. On se sent impliqué, on y croit et on se plonge facilement dans le récit, où les scènes d'action épiques se multiplient. J'aime beaucoup aussi le parti pris concernant la colorimétrie qui, je trouve, dénote des westerns habituels. Très monochromé ou grisâtre, c'est surtout accentué par le contraste et la saturation. L'image est assez poisseuse, assez sale, et paradoxalement, c'est juste magnifique. Il y a un grain vraiment spécifique à l'image, et la lumière apporte une lueur crépusculaire et inspirante, typique des westerns. Visuellement, le film déboîte. Verbinski apporte un soin particulier pour sublimer ses séquences, par ses grands cadres de plaine déserte, ses scènes d'action toujours lisibles, et jamais gâchées par un montage trop rapide. Par ses plans juste iconiques, dont celui-ci qui me rend fou. Le ralenti, la poussière, la démarche, tout est juste badass. Ce film est un régal,
jouant avec pas mal d'effets comme l'arrêt sur image, l'alternance rythmique des séquences temporelles, ou encore la chorégraphie des actions. Tous les mouvements des personnages sont millimétrés à la perfection. Verbinski utilise tous les éléments à sa disposition pour attirer notre attention, et ça fonctionne parfaitement. Les influences sont nombreuses, comme avec la filmographie de Sergio Leone, mais également le cinéma de Buster Keaton et les cartoons des années 80. Ah ouais? Eh oui, ben... Dans le futur. François Torel en avait parlé avec La Momie, et je trouve également qu'ici, l'influence de la comédie et de son rythme dans les années 20 permettent au film de gagner en dynamisme. Voir une séquence parfaitement synchronisée avec l'intensité narrative, les mouvements et la musique, cela devient jouissif. Car oui, les séquences d'action ici sont juste jouissives à regarder. Mais ça, c'est sans compter sur l'humour que je trouve vraiment efficace, qui arrive toujours au bon moment et qui désamorce beaucoup de scènes par un côté absurde et cartoon. Ce côté un peu hybride peut déranger, mais je trouve que le mélange fonctionne parfaitement, n'en fait pas des caisses et renforce le divertissement qu'on ressent. Verbinski travaille également la dimension sonore avec des bruitages accompagnant au mieux les mouvements. Monsieur Cole, castré. On sent que Verbinski a voulu travailler un maximum toute la dimension de mise en scène, et ça devient exaltant. C'est d'ailleurs le reproche qui est souvent sorti, la ressemblance avec Pirates des Caraïbes se ressent beaucoup. À la fois par le jeu de Johnny Depp, par la démesure des séquences d'action, par la musique également. Musiques qui sont loin d'être mauvaises. Épique à souhait comme Zimmer sait le faire. L'influence de son ancienne composition pour Pirates des Caraïbes se ressent, mais notamment celle de Ennio Morricone pour les séquences de voyage et en fanfare. Malheureusement, encore le même problème chez lui, c'est qu'elle est omniprésente et gâche l'émotion de certaines séquences qui auraient mérité d'être allégées en ambiance sonore. Et puis surtout, la musique est un tout petit peu trop forte. Le son! Réglez le son! On pourrait voir Lone Ranger comme un ersatz de Pirates des Caraïbes au Far West. Mais en soi, je trouve pas que cela soit un défaut. Les Pirates des Caraïbes étaient des films géniaux et maîtrisés. Retrouver le même esprit dans un autre univers avec une esthétique plus réaliste et des enjeux différents, c'est tout aussi génial. J'ai retrouvé la vivacité, le côté décomplexé et fun et la maestria cinématographique de la franchise avec ce film. Pas avec Pirates des Caraïbes 4 et 5. Donc oui, il y a des ressemblances, mais c'est justement pour ça que j'ai aimé ce film. Et encore, les deux œuvres ne partagent pas du tout la même optique, parce que The Lone Ranger est beaucoup plus brutal, plus terre-à-terre. Tu ressens vraiment la différence de ton. Un peu comme le héros du film, le spectateur est victime d'une certaine désillusion. La saga des Pirates des Caraïbes se focalisait sur une aventure plutôt décomplexée, fantaisiste, avec quelques moments sombres pour nous surprendre. The Lone Ranger prend une direction inverse, avec un ton et une narration plus réaliste et historique, avec ce contexte de révolution industrielle et de friction entre les peuples américains. À cela est toujours présent le comique burlesque, une dimension hybride qui a freiné pas mal de personnes. Ça reste compréhensible. Le western sans foi ni loi s'entrechoque avec le côté cartoon et infantile, deux tons qui ne marchent pas forcément ensemble et qui fait perdre le statut familial cher à Disney. Ce film n'est pas pour tout le monde. Verbinski cherche à déconstruire la figure du western, en établissant des points qui peuvent déranger, comme la violence extrême des cow-boys, le massacre des Indiens et leur manque d'estime, mais également la domination des Américains sur le territoire, juste pour leurs bénéfices. Je ne fais que supposer, mais peut-être que ça a touché l'ego du public américain de voir ça, habitué à une image plus valorisante de la cavalerie et des cow-boys. La crédibilité et la véracité étaient moins importantes dans Pirates des Caraïbes, car nous faisions face à une aventure plus fantastique, irréelle, alors qu'ici, on s'attaque à notre passé et à notre culture. Plusieurs séquences sont ultra dérangeantes, comme le massacre des Indiens ou encore Cavendish et son côté cannibale. Putain que cette scène m'a glacé le sang. Je m'y attendais pas du tout. Face à cette violence extrême, assez crue et parfois inattendue, le spectateur peut se sentir dépassé. Surtout avec le parti pris de l'histoire racontée par Tonto, un jeune garçon innocent qui boit les paroles de son conteur. Parti pris qui peut être d'ailleurs une métaphore du cinéma et de l'impact des westerns sur le public. D'ailleurs, revenons dessus. Le fameux trope d'une histoire racontée par un personnage tiers est toujours riche à exploiter.
mais cela peut vite être un défaut en termes de rythme et de structuration narrative. Le film est assez long et joue beaucoup sur le statut de récit légendaire pour justifier pas mal d'ellipses et de raccourcis narratifs. Le film aurait mérité de gagner en simplicité et en clarté, car bon, même si l'histoire est ultra classique, la narration est trop dense et parfois confuse. Entre la compagnie de chemin de fer, la chasse aux bandits, la naissance de la légende, l'enquête, la déclaration de guerre, les complots, etc., avec autant d'informations, on ne sait plus où donner de la tête. J'ai adoré l'histoire et les séquences s'enchaînent plutôt bien, mais le côté jusqu'au boutiste et exagération de Verbinski est un peu too much. En fait, les premiers et derniers tiers sont incroyables, mais le deuxième reste trop long et alambiqué, malgré des séquences plutôt prenantes. 15 minutes en moins auraient rendu le film beaucoup plus digeste. Et il aurait pu plus facilement gérer l'émotion et les personnages, parce que ici aussi il y a de bonnes choses. J'aime le héros, surtout ce côté maladroit et un peu candide. La désillusion qu'il vit sur sa volonté de faire régner la justice le rend attachant. Tout son entourage le pousse à se salir les mains pour faire régner l'ordre, mais jusqu'au bout, il tiendra parole et respectera son éthique. Mais ça ne le rend pas lisse pour autant, car elle vit sous l'ombre de son frère, chasseur de primes et plus enclin à vivre dans ce monde brutal. Le film joue d'ailleurs sur l'opposition entre les deux duos de frères, et je trouve ça assez étonnant que peu de personnes l'aient remarqué. Ou c'est peut-être moi qui extrapole. Nous avons John Reed et Dan Reed, face à Butch Cavendish et Lane Cole. Dan et Butch s'opposent de manière littérale. Le premier est chasseur de primes, fait régner l'ordre et la morale, alors que le deuxième est un malfrat vicieux et sans pitié. John et Lane s'opposent dans leur évolution. Au départ, les deux sont foncièrement bons, mais les événements vont les amener à changer de visage. Le premier devient l'homme derrière le masque, cherchant à faire le bien tout en prenant les armes, alors que le deuxième est l'homme derrière toute la machination. Ils prendront une direction différente et finiront par s'opposer. Tout ça permet d'approfondir les relations entre les personnages et ainsi gagner en complexité. Armie Hammer s'en sort très bien dans le rôle du justicier et forme un duo solide et terriblement drôle avec Johnny Depp, qui est un petit peu la star du film. Comme dans tous les films avec Johnny Depp en fait. It was the more interesting role really for me, just because I had for so long been interested in debunking how the Native Americans had been treated in cinema, treated as savages, treated as lesser than, treated as sidekicks, which wasn't and is not the case. They were survivors, you know, they were warriors, and they were attacked by the U.S. government and by the U.S. Army, and it was an all-out, full-on slaughter. So to take that and kind of walk that tightrope throughout a film that is action-based and comedy-based, it's an interesting tightrope to walk, you know. So that was the challenge for me, was to take the risk and try to bring Tonto to the Native Americans, to try to salute them and give back a little bit of what's been taken away. C'est sûr que ces élucubrations font penser à Jack Sparrow, mais je trouve Tonto nettement plus sinistre et surtout intimidant. Son traitement avec son passé le rend plus riche, et loin d'être caricatural, comme on pourrait lui reprocher. Ses échanges avec Armie Hammer fonctionnent et ils se donnent tous à fond. Le genre de duo que j'aurais aimé revoir pour un deuxième volet, pour voir ce qu'il pourrait donner. En fait, pour revenir à ça, c'est pas tant que le personnage de Tonto soit caricatural, c'est plutôt ses dialogues, qui sont d'ailleurs le gros point noir du film. Je les trouve beaucoup trop classiques et kitsch. On a entendu ces dialogues des dizaines de fois, et au vu du ton hybride du film, ça ne passe pas vraiment. Surtout que, tu as beau avoir des bons acteurs, si tu as des dialogues mal écrits, ça passera pas. On sent l'inspiration des films d'aventure et des westerns classiques. Mais entre la direction d'acteurs, l'ambiance musicale et l'écriture, on ressent une certaine gêne qui se dégage. Si ces hommes-là représentent la loi, je préfère être hors la loi. Je demande pas à ce que Aaron Sorkin réécrive tous les dialogues, mais il y aurait moyen de corriger un peu tout ça et de rendre les paroles un peu plus profondes.
C'est sûr que The Lone Ranger n'est pas parfait, surtout pour un premier épisode d'une potentielle saga. Mais il avait les prémices d'un univers exaltant qui aurait pu remettre au goût du jour un genre un petit peu dépassé. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le film n'a pas marché. Le western n'a plus sa stature d'antan. Prolifique dans les années 60-70, le genre n'a jamais réussi à retrouver son éclat. Et au début des années 2010, si on enlève Django Unchained et Rango, tous les westerns se sont résultés par un échec, comme Cowboy et Envahisseur. Non mais lui, rien que son titre, ça a pas aidé. Lancer une nouvelle franchise sur un genre un peu daté n'a rien de facile. Même si Armie Hammer s'était fait remarquer grâce à Social Network, il n'était pas encore une grosse tête d'affiche. Ça m'étonne pas tant que ça que pas mal de personnes étaient réfractaires devant la campagne marketing, qui d'ailleurs était un petit peu mensongère, vu qu'ils ont mis Helena Bonham Carter sur l'affiche alors qu'elle a un rôle très secondaire. Il faut remettre le film dans son contexte de sortie aux États-Unis. Le calendrier était ultra dense. Déjà en France, le film a relativement marché, avec plus d'1 million d'entrées pour un mois d'août. On est très loin des Pirates des Caraïbes, mais ça reste honorable. Le mois de juillet aux US a été plus que prolifique. Face à Moi Moche et Méchant 2, Pacific Rim, Conjuring ou encore The Wolverine, The Lone Ranger s'est fait complètement bouffer, victime de sa réputation. Dans tous les cas, l'été 2013 a été pourri et les journalistes prévoyaient déjà un déclin chez Hollywood. Ce qui n'est pas forcément faux, ni forcément vrai. Au-delà de tous les problèmes qu'il a subis et de ses défauts, je comprends qu'il a eu du mal à déchaîner les foules. Mais les conséquences m'attristent. Le contrat entre Jerry Bruckheimer et Disney a été clôturé. Et Gore Verbinski a mis du temps avant de se remettre de cet échec. Il est revenu en 2016 avec A Cure for Life, qui n'a pas très bien marché, mais qui a énormément de choses à offrir. Tout comme The Lone Ranger. En repensant à tout ça, j'aime encore plus ce film, fragilisé par une mauvaise gestion. Les regrets sont massifs, mais à qui la faute? À l'ambition démesurée? Au manque de confiance? À la vision cynique d'Hollywood? Au public? Le cinéma reste une industrie. Chaque grosse production se doit d'être rentable pour continuer à imposer sa marque. Mais il serait temps qu'Hollywood pense que le cinéma, c'est surtout un art, guidé par une vision unique, et qui cherche à toucher le spectateur pour de bonnes raisons. Je sais, c'est sans doute idéaliste, et surtout naïf, mais ce serait cool de suivre cette voie-là. Les spectateurs sont peut-être aussi réfractaires à la nouveauté. Ils se sentent plus rassurés en voyant des œuvres qui respectent leurs attentes. Mais je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort pour découvrir des œuvres certes imparfaites, mais remplies d'idées et de bonnes intentions. The Lone Ranger avait le potentiel d'une saga, mais son destin funeste n'a été que le précurseur d'un cinéma peut-être plus prudent, et donc jouant sur ses grosses licences pour éviter les pertes. C'est dommage, mais il ne faut pas fermer les portes à ces films, qui ont envie eux aussi de toucher le cœur du public. Laissons une chance à ces œuvres. Et n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.